Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. À la demande de plusieurs étudiants, je vous ai enregistré la présente vidéo afin de partager avec vous la correction d'examen de la session normale concernant le management stratégique, le module relatif au management stratégique, destiné aux étudiants de l'ensemble 3, parcours gestion, semestre C. Comme vous l'avez passé, l'examen a été sous la forme d'un QCM, question à choix multiples, où vous aviez à cocher là où les bonnes réponses parmi les propositions suggérées. Vous avez eu 4 versions A, B, C, D. Je vous présente dans cette vidéo la version 1 qui est à l'origine de l'élaboration des autres versions. C'est le même contenu, ce qui change uniquement l'ordre des questions et des modalités. Bien sûr pour une durée d'examen d'1 heure. La première question avait traité la question de l'inadéquation entre la décision stratégique et les exigences de l'environnement qui constitue, comme on l'a déjà expliqué, une dérive stratégique. Lorsque l'entreprise prend des décisions stratégiques qui sont tout à fait inadéquates avec les spécificités de son environnement, cela peut conduire à un risque qu'on a appelé une dérive stratégique. La deuxième question concerne le concept de la segmentation stratégique, comme on l'a déjà étudié dans le cadre de la démarche stratégique, la segmentation, le ciblage et le positionnement. Et elle consiste à déterminer et caractériser les domaines d'activité stratégique de l'entreprise en découpant le marché selon les métiers ou les domaines d'activité stratégique qui sont aussi appelés en anglais les business units. Et par conséquent, pour cette question, il faut cocher la proposition B et D. La troisième question discute la question de la relation ou l'articulation entre l'objectif et la mission, dans la mesure où pour une entreprise, un objectif stratégique peut-il devenir une mission quand il est nécessaire ou quand il doit être atteint par tous les moyens. Nous l'avons soulevé particulièrement dans le premier chapitre concernant les fondamentaux de l'analyse stratégique ou de la décision stratégique. La quatrième question renvoie à la dimension ou à une dimension parmi les 6 dimensions d'analyse Pestel, l'un des outils d'analyse macro-environnementaux qui consiste à analyser le macro-environnement au prisme de 6 dimensions: politique, économique, socioculturelle, technologique, écologique et légale. Et justement, dans la dimension socioculturelle, nous avons dit que le manager, l'entreprise, doit appréhender plusieurs aspects, notamment la mobilité sociale, les tendances et évolutions démographiques, et notamment les tensions entre les forces quand il y a une minorité face à une majorité. Et donc là, pour cette question, il convient de cocher les 3 propositions A, B, C. Bien sûr, concernant le barème, il y a une ventilation. La question est sur un point. Si vous cochez 2 réponses sur les 3, vous aurez 0,67. Si vous cochez une réponse, vous aurez 0,33. Si vous cochez les 3 réponses, vous aurez un point entièrement. La 5e question distingue entre la mission, la vision, l'objectif et le but de l'entreprise. Ça fait l'objet des discussions et des explications dans le cadre du premier chapitre où nous avons distingué la vision et la mission. Je vous ai dit que la vision exprime la vocation centrale de l'entreprise et de ses finalités, et elle représente alors le rêve réalisable de l'entreprise. C'est ce qu'elle aspire à être. Alors que la mission d'entreprise renvoie à la raison d'être de l'entreprise, autrement dit, son métier et son activité. La mission de l'entreprise peut changer selon la fluctuation de l'environnement externe, et à travers cela, on a vu plusieurs exemples, notamment la mission de Google, la mission d'IKEA et la vision de Microsoft, que je vous ai déjà expliqué en cours magistral. Et justement, aujourd'hui, Microsoft s'est transformé en créer des expériences qui combinent la magie des logiciels avec la force des services Internet à travers un monde de support et de devices, et cela représente justement la vision de Microsoft, c'est-à-dire sa vocation centrale
ses finalités et le rêve que l'entreprise souhaite réaliser ou aspire d'être. Dans le même ordre d'idées, justement, je vous ai présenté la mission de l'entreprise Google et IKEA. Et aujourd'hui, donc, pour IKEA, améliorer le quotidien du plus grand nombre constitue la vocation de l'entreprise, puisque IKEA a fondé son activité sur l'offre d'une vaste gamme de produits d'ameublement esthétique et fonctionnel à des prix accessibles au plus grand nombre. Et cela représente justement la mission d'IKEA, c'est-à-dire sa raison d'être, autrement dit son métier et son activité. La septième question revient sur les hypothèses à la source du développement du modèle de Michael Porter qui était emprunté de l'économie industrielle et qui repose principalement sur une hypothèse selon laquelle la structure de l'industrie conduit à la performance des firmes qui la composent. Rappelez-vous, on a étudié le paradigme SCP, structure, comportement et performance, et justement, c'est une traduction selon laquelle la structure de l'industrie, du secteur, conduit à la performance des entreprises qui la composent. Et également, la profitabilité d'une industrie ou d'un secteur permet d'évaluer son attractivité. Et cela, on a fait appel à l'hexagone à travers le radar qu'on a tracé sur la base des 5 forces de Michael Porter en lui rajoutant une sixième force qui renvoie à la régulation. Et là, il faut cocher les deux propositions B et D. Pour la huitième question, dans la même ordre d'idée, selon l'approche de Michael Porter, on avait 5 forces plus une sixième. Et dans la dimension rivalité d'un secteur, elle est analysée à travers un bon nombre de variables que je vous ai déjà détaillées dans le support de cours et dans les différentes séances d'explication. Et là, concernant la rivalité d'un secteur, on peut la mesurer à travers, entre autres, la nature discrète des investissements qui peuvent exister dans un secteur et l'importance des coûts fixes qui peuvent aussi impacter l'intensité concurrentielle dans un secteur. Neuvième question, selon la matrice BCG, Boston Consulting Group, les dilemmes représentent des domaines d'activité stratégique à forte de croissance, mais pour lesquels l'entreprise n'a pas encore su acquérir des positions concurrentielles dominantes, comme on l'a expliqué en tenant compte de critères, le taux de croissance et la part de marché. Dans quelle matrice on peut substituer au taux de croissance et aux parts de marché relatives des indicateurs plus qualitatifs, notamment l'attrait du marché et les atouts de l'organisation? C'est justement la matrice McKinsey qui donne une dimension plus qualitative à travers une méthodologie de scoring. Et dans chaque variable, l'attrait du marché et les atouts de l'organisation, on a introduit un bon nombre d'indicateurs qu'on va agencer selon une approche de scoring pour évaluer justement la position de l'entreprise dans le secteur et l'attractivité du secteur. Dans le cadre du modèle ADL, Arthur de Little, la maturité du métier représente un indicateur qui permet d'apprécier l'attrait d'un secteur, son potentiel. C'est ce qui fait la distinction de la matrice ADL par rapport aux autres matrices, notamment la matrice BCG ou McKinsey. Les ressources et les compétences sont considérées comme des sources d'avantages concurrentiels selon l'approche Vrine-Vriou, lorsqu'ils ont de la valeur perçue par le client, lorsqu'elles sont détenues par un nombre limité d'entreprises et lorsqu'ils sont exploitables par l'organisation et contribuent à sa performance. Donc Vrine et Vriou. Valeur perçue par le client, ils sont rares, difficilement imitables et non substituable. Et Vriou renvoie justement le haut, il renvoie à la capacité de l'organisation à exploiter ses compétences pour qu'elle contribue véritablement à sa performance. Et là, il faut cocher A et B et D. Et là encore, c'est une question à ventiler. Si vous avez coché deux propositions, vous aurez 0,67. Si vous avez coché une seule proposition, vous aurez 0,33. Et si vous avez coché trois propositions, vous aurez un point. La chaîne de valeur est un outil d'analyse stratégique interne qui permet de repérer de manière systématique
les activités qui permettent à une entreprise de créer de la valeur pour son client. Il s'agit d'examiner les principaux, je dirais, leviers de la chaîne de valeur et quels sont les maillons forts et les maillons faibles qui peuvent impacter la création de valeur pour l'entreprise, notamment du côté de ses clients. Et là, je vous ai donné quelques simulations de manière à illustrer davantage l'examen. Comme je vous ai dit, chaque année, il y a des nouvelles approches, des nouvelles manières par lesquelles on peut examiner vos connaissances. Et effectivement, pour cette session, je vous ai donné des simulations qui permettent de voir dans quelle mesure vous avez compris le contenu des options stratégiques. Et là, j'ai pris 4 cas en illustrant la matrice TOWS, qui est une opérationnalisation de l'analyse SWOT en capitalisant sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui ont été analysées à travers l'environnement interne et externe. Il s'agit donc de réfléchir sur les options stratégiques en croisant ces 4 variables. Et là, pour le premier cas, nous avons un équipementier automobile spécialisé dans la plasturgie à développer des poubelles en plastique pour la gestion des déchets. Ce choix stratégique permet au groupe de ne plus dépendre exclusivement du secteur automobile dans lequel les marges sont réduites. Et donc là, effectivement, à travers le cas, on arrive à illustrer comment une entreprise a utilisé ses forces en interne pour saisir les opportunités externes. Et là, il s'agit effectivement d'une stratégie d'action SO, c'est-à-dire force opportunité. Le deuxième cas, une entreprise de tannerie de peau de veau pour l'industrie de luxe exploite sa renommée pour créer des partenariats directement avec des éleveurs de veaux afin de contrer la pénurie de peau attendue due à la baisse de consommation de viande de veau. Selon cette approche, effectivement, là on voit qu'une entreprise de tannerie de peau de veau pour l'industrie de luxe, elle a exploité sa renommée pour créer des partenariats directement avec les éleveurs spécialisés. Donc là, il a essayé un peu de capitaliser sur sa force pour faire face à une menace, c'est-à-dire contrer la pénurie de peau attendue due à la baisse de consommation de viande de veau. Et donc là, on voit que dans la deuxième stratégie, ST, comment une entreprise peut utiliser ses forces en interne pour diminuer l'impact des menaces externes ou atténuer leur effet. Le troisième cas, une entreprise a la possibilité d'augmenter sa production grâce à l'introduction de nouvelles technologies dans l'usine, mais elle manque de personnel qualifié pour pouvoir prendre en main cette nouvelle technologie. Une option stratégique serait d'engager du personnel qualifié ou de décider de lancer un programme de formation du personnel existant pour prendre en main cette nouvelle technologie. Selon l'approche TOWS, effectivement, il s'agit donc d'une stratégie WO, c'est-à-dire faiblesse et opportunité. Il s'agit pour une entreprise de minimiser ses faiblesses internes en exploitant les opportunités externes. Et là, vous avez vu, une entreprise a la possibilité d'augmenter sa production grâce à l'introduction de nouvelles technologies. Mais elle manque de personnel qualifié pour pouvoir saisir cette opportunité. Et c'est dans ce sens qu'elle a engagé donc un programme de formation pour minimiser les faiblesses et saisir ou exploiter les opportunités. Et le dernier cas, une entreprise a une position financière tendue et elle voit que la demande pour le type de produit qu'elle commercialise est en train de diminuer. Elle peut décider de fusionner avec une autre entreprise pour rester dans le secteur ou de se retirer du secteur tout simplement. Et selon cette approche, il s'agit d'une stratégie WT parce que l'entreprise cherche à minimiser ses faiblesses en interne afin d'éviter les menaces externes. Puisque, comme vous voyez sur le cas, l'entreprise a une position financière tendue, donc c'est un symptôme de difficulté financière, et elle voit que sur le marché, le produit qu'elle commercialise n'a pas vraiment une demande importante. Et là, elle a le choix soit de fusionner avec une entreprise, soit tout simplement de se retirer
sur ce secteur et voir dans d'autres domaines d'activité stratégique. Et là, il s'agit effectivement d'une stratégie d'action WT qui consiste à minimiser les faiblesses en interne pour éviter les menaces externes. Et la 18 question renvoie aux différentes stratégies possibles pour une entreprise. Et là, vous avez une entreprise ayant choisi de contrôler sa chaîne de valeur en achetant des pots brutes pour les transformer en divers types de cuir. Il s'agit d'une stratégie d'intégration verticale en amont, de manière à maîtriser les risques liés à l'approvisionnement et de chercher les différentes sources qu'elle peut utiliser pour avoir un accès permanent à la matière première nécessaire au maintien de son exploitation. Ici, nous avons une entreprise ayant ouvert son premier magasin de détail au Maroc en 1995 et il possède actuellement plus de 120 magasins dans tout le territoire national. Cette stratégie consiste à renforcer la position de l'entreprise sur sa chaîne de valeur en maîtrisant les canaux de distribution, puisque l'entreprise va investir dans ses propres points de vente à travers la mise en place de 120 magasins. Et là, il s'agit d'une stratégie d'intégration verticale en aval du côté des clients à travers les canaux de la... Et pour la dernière question, nous avons une entreprise ayant délocalisé diverses activités de sa chaîne de valeur, principalement la production et la tannerie, vers des pays à bas coût. C'est une stratégie qui consiste à externaliser une partie ou la totalité des activités afin de profiter des coûts très bas dans des pays qui offrent des avantages en matière des prix de matières premières, de coûts de la main-d'œuvre et des coûts logistiques liés à la production de certains biens. Voilà, merci pour votre attention. Donc, je tiens à féliciter l'ensemble des étudiants et des étudiantes ayant pu valider leur module dès la session normale. Et je souhaite une bonne chance pour ceux et celles qui passeront la session de rattrapage. Voilà, je reste à votre écoute. Si vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas d'interagir en laissant des commentaires à la présente vidéo. Et je vais essayer de répondre à vos questions, à vos interrogations, chemin faisant en fonction des commentaires que vous allez me laisser. Voilà, merci et à très bientôt. Bon courage et bonne chance pour la session de rattrapage et excellente suite de parcours pour ceux et celles ayant réussi le module.